Dans l'actualité ce soir, terrorisme, énergie, les chefs d'État du G5 Sahel et de la CEDEAO sont mobilisés à Ouagadougou. La dynamique de la synergie d'action est plus que jamais engagée. Cet après-midi, la réflexion a porté sur l'initiative Desert to Power, 10 000 MW d'électricité à fournir grâce à la BAD, la Banque africaine de développement. Autre titre de ce journal, nouveau SOS de la NAFA sur la santé du général Djibril Bassolé. La nouvelle alliance du Faso s'inquiète de l'état de santé de son leader et appelle le président du Faso à faire preuve d'humanisme. À suivre également dans ce 19h30, Ashkouroun, militaires et policiers radiés, une rencontre qui s'achève en queue de poisson. Les radiés ont claqué la porte ce vendredi, un désaveu pour le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. C'est le 19h30 de BF1 que vous avez choisi. Vous faites bien. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouagadougou, capitale présidentielle, ce vendredi. Les chefs d'État du G5 Sahel et de la CEDEAO se sont donné rendez-vous ici. C'est l'énergie et la situation sécuritaire qui les réunit. Ils l'ont compris, la synergie d'action, c'est la meilleure réponse face aux défis de nos États. Sur l'énergie, par exemple, il y a 7 initiatives de la BAD, la Banque africaine de développement, Desert to Power, un ambitieux projet de production de 10 000 MW d'électricité à l'horizon 2030. 60 millions de consommateurs dans 11 pays devraient être touchés. Nous y reviendrons dans un instant. Mais avant, les SOS qui se multiplient chez les partisans du général Djibril Bassolé, condamné à 10 ans de prison ferme et incarcéré à la MACA, la maison d'arrêt de correction des armées. Il ne va pas du tout bien. Selon ses proches, son état de santé serait gravement dégradé. Il a besoin de soins à l'étranger, mais se retrouve jusque-là confronté à un refus d'autorisation de sortir. Après sa fille, c'est son parti politique, la NAFA, qui est monté au créneau ce vendredi. Rémi Lambert-Nébier. C'est le énième SOS lancé par la nouvelle alliance du Faso NAFA pour obtenir une autorisation de l'État burkinabé accordant le droit à leur leader Djibril Bassolé d'aller se faire soigner à l'extérieur. Cette haute requête à l'exécutif burkinabé intervient quelques jours après celle formulée par la fille de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé. Pour le parti dont il est le fondateur, le président du Faso aurait le dernier mot. Lorsqu'il a eu la possibilité de passer devant le tribunal, il a demandé à ce qu'on lui permette d'avoir un passeport. Et le même jour, le président du tribunal a signé l'autorisation pour qu'on lui permette d'avoir un passeport. Les mêmes gendarmes qui l'ont amené, ce sont les mêmes gendarmes qui sont repartis chercher l'autorisation au niveau du tribunal, qui sont revenus, qui l'ont amené à l'ONU. Il est allé, on a fait les photos, tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, de cette date jusqu'à aujourd'hui, miraculeusement, le DG de la police nationale n'a pas encore signé le passeport. Mieux, il a refusé de recevoir les avocats pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi le passeport de Bassolé n'est pas encore signé. Parce que lorsqu'ils l'ont reçu, c'était même, on peut dire, en mode VIP, ça a été fait rapidement. Et lorsqu'un magistrat donne sa décision, et qu'est-ce qu'on attend jusqu'à présent pour signer? Donc voici plus ou moins pourquoi on interpelle le chef de l'État, parce que le ministre de la Défense est sous sa coupe, et je suppose aussi que le DG de la police nationale est sous la coupe du ministre de la Sécurité. Donc tout ça, quelque part, ça montre l'inhibition de l'exécutif, des plus hautes autorités du pays, dans une volonté de ne pas lui permettre d'aller se soigner. Pour la NAFA, sa condamnation à une peine de 10 ans de prison ferme dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015 n'entame aucunement son droit à la santé. Et nous croyons qu'au-delà du fait que Djibril Bassolé soit condamné en première instance par la justice, nonobstant les appels en cours, sa vie mérite d'être protégée et préservée. Nous déplorons aujourd'hui que le Burkina, sous la gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré, arrive à un tel niveau de répression froide. Nous pensons que personne ne voudra que son nom soit jamais cité comme étant le responsable du malheur qui pourrait advenir au général Djibril Bassolé. Selon la NAFA, l'heure n'est plus au calcul et adversité politique, mais au sentiment d'humanisme. Nous ne parlons même pas de son avenir politique. C'est son avenir, c'est sa survie. Pour être à côté de ses enfants, de sa famille. Mais permettez-lui au moins d'être, qu'il puisse sourire à sa famille. Même si le jour où Dieu va le décider qu'il va partir, qu'il parte. Mais on ne parle pas d'avenir politique. Nous, au niveau de la NAFA, nous, aujourd'hui, nous sommes une force. Cette force-là, elle ne va pas se désagréger. Elle reste stable. Avec
la présence ou sans la présence de Djibril. Selon la nouvelle alliance du Faso, une autorisation d'évacuation sanitaire de Djibril Bassolé à l'extérieur serait une preuve de plus de la volonté du président du Faso d'œuvrer à la réconciliation nationale. Une image dans ce journal des militaires et policiers radiés qui claquent la porte d'une rencontre convoquée par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Il y avait de la colère, de la déception, un sentiment de trahison, un désaveu pour le Ashkroun qui espérait trouver la réponse au problème des radiés. Explication, Stéphanie Ian, Roméo Kuita. Normalement, comme l'a dit quelqu'un, vous auriez dû démissionner. Parce que je ne comprends pas qu'en 3 ans, vous faites un travail de ce genre et des gens viennent vous imposer des choses et vous êtes incapable de démissionner. Nous n'allons pas continuer de rester dans la salle. Je demande aux policiers de quitter la salle. Nous n'allons pas rester ici. C'est la scène qui aura marqué cette rencontre. Un groupe de policiers et militaires radiés déserte la salle de réunion sous le regard désabusé des premiers responsables du Ashkroun, en qui ces protestataires n'ont plus confiance quant à leur capacité à résoudre leurs problèmes. À l'extérieur, ils sont très amers, accusant Léandre Bassolé et ses collaborateurs d'être à la solde du gouvernement et demandent leur démission. Le Ashkroun est manipulé, c'est visible, vous le voyez. Vous le voyez. Moi, je pars au-delà même de la démission du président du Ashkroun. Je dirais même la dissolution du Ashkroun. Si une institution budgétivore aux frais du contribuable burkinabé qui fait un travail de 3 ans et finalement on balaie leur travail, je pense que cette institution n'a pas raison d'être. Le travail dont il est question, c'est la première proposition du Ashkroun qui était de les réinsérer dans la fonction publique avant de proposer de nouveau une aide spéciale de réinsertion sociale allant de 1 500 000 francs CFA à 3 500 000 selon qu'ils aient été radiés et condamnés ou non. Un rétropédalage selon ces frondeurs qui ne veulent plus entendre parler de cette aide. Si on t'a forcé la main, faut dire que tu ne peux pas, faut démissionner. Clair et net, 3 millions là, si on me donne aujourd'hui là, toi et moi, on va partager ça tout de suite. Ça va finir dans ma quille, ça va finir, mais demain tu vas regretter. C'est donc non négociable. Ce groupe de policiers et militaires radiés veut leur réintégration à la fonction publique. Mais au Ashkroun, cette option ne semble plus être à l'ordre du jour, puisqu'ils ont approuvé le décret relatif à l'aide de réinsertion sociale, selon Léandre Bassolé. Ce n'est pas nous qui vous avons dit d'aller saluer le décret. Vous l'avez salué sur la base de ce que le gouvernement a communiqué, en disant les propositions du Ashkroun ont été acceptées et il a été demandé au ministère compétent d'assurer leur mise en œuvre. Mais si vous avez salué, et 2-3 jours, vous revenez, au lieu de choses, maintenant vous dites, vous rejetez tout. Bon, il y a quelque chose, c'est-à-dire que, honnêtement, je n'arrive pas à saisir comment vous voulez qu'on travaille de manière efficace et dans le respect les uns des autres. Les deux protagonistes se rejettent la faute, chacun accusant l'autre de ne pas jouer franc jeu. Mais en dépit de ce désaccord, il y a un groupe de militaires révoqués qui est en phase avec l'aide de réinsertion proposée par le Ashkroun. Comme ils disent que c'est pour aller nous former en métier et nous octroyer du matériel pour quand même pour que chacun puisse s'installer, on va accepter. Bon, et puis voir, on n'a pas d'autre solution. Le décaissement de l'argent devrait débuter dès la première semaine du mois d'octobre, à en croire le président du Ashkroun, qui se dit toujours disponible à poursuivre le dialogue avec les frondeurs. Mais ces derniers préfèrent désormais continuer leur lutte sans Léandre Bassolé et ses collaborateurs. La crise au ministère de la fonction publique entre les GRH en mouvement d'humeur et le ministre Seni Ouedraogo est désormais dans un jeu d'action-réaction ou d'accusation démentie sans fin. Le bras de fer est donc loin de finir. Ce matin, c'est le ministre qui dément l'existence d'acquis de lutte à respecter. Les détails avec Ali Zungrana et Archimède Boy. Le professeur Seni Ouedraogo apporte un démenti. Il n'y a pas de droit financier acquis par le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines, SINA-GRH. Il n'a jamais été dit que c'est un point d'accord, il n'a jamais été dit qu'on donne l'argent à quelqu'un. Et c'est un engagement de 2017 qui doit être mis en œuvre fin 2017. Mais quand on vous dit qu'ils ont eu des acquis et que le ministre refuse de les mettre en œuvre, il convient quand même de demander la preuve
de ces documents où il est mentionné, je dirais, ces acquis financiers. Je fais observer que la loi de finances est au-dessus d'un protocole d'accord. En ce qui concerne la gestion des dossiers administratifs non traités, il s'agit de 1435 agents comprenant les cas des retraités, les intégrations et les reclassements. Et les conséquences sont énormes. Les conséquences, c'est que pour tous ceux qui sont sortis, les 1400 et quelques qui sont sortis à partir de mars, fin mars, c'est que les gens ne sont pas payés, ne travaillent pas alors qu'ils sont payés. Le décompte mensuel que nous avons fait pour ceux qui ont été recrutés, qui n'ont pas été affectés, ça fait 295 077 558 francs CFA de salaire qui doit être payé à ces 1400 personnes. Par ailleurs, l'annonce faite récemment par le ministre en charge de la fonction publique de procéder au contrôle des diplômes des fonctionnaires est en cours de réalisation. Des incohérences sont relevées sur certains diplômes. On note par exemple qu'il y a des incohérences dans les diplômes qui sont délivrés. Dans certains diplômes, on n'a pas retrouvé des numéros de PV. On n'a même pas retrouvé certains numéros dans les diplômes. On constate que, par exemple, des fonctionnaires ont eu un rajout de nom dans leur diplôme. Et je dis à ce propos que le contrôle là concerne aussi bien les membres du gouvernement que les agents publics. L'innovation cette année au concours d'accès à la fonction publique fut l'inscription en ligne. Cette méthode a permis à l'État de faire des économies. Nous avons fait une économie pour les concours de l'ordre de 800 466 500 francs. Et ce n'est pas seulement que des économies financières, puisqu'il n'y a plus de souffrance. Les étudiants, les candidats n'ont plus besoin de s'aligner, n'ont plus besoin de se réveiller tôt. Ils n'ont plus besoin de s'aligner sous le soleil ou sous la pluie pendant les périodes de dépôt des concours. Ça a permis de créer aussi une économie informelle, parce que les cyber ont pu retrouver une seconde vie. Le redéploiement des fonctionnaires tant décrié par certaines structures syndicales trouvera sa solution dans le recensement géographique initié par le ministère en charge de la fonction publique. Elle permettra une bonne répartition des agents de l'État sur l'ensemble du territoire national, à en croire le professeur Seni Ouedraogo. Des nouvelles des chantiers du 11 décembre. Tinkodougou est en mouvement. Le taux d'exécution des travaux d'aménagement et de bitumage des voiries est d'environ 32%. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, est allé hier au constat. Archimède Boy. Bulldozer en marche. Les travaux se poursuivent sur les chantiers du 11 décembre à Tinkodougou. Là, nous estimons à peine dans un mois, tout le raccordement doit se faire. Exactement. Le retard y est, mais la qualité, ça, honnêtement, on n'a rien à... Voilà. Le ministre en charge des infrastructures pose des questions. Vous êtes sûr que c'est le lit du fleuve? Oui. Met le pied dans le plat. Vous voyez, par exemple, ici, parce qu'après, quand il pleut, il y a des petits affaissements, on dit non, c'est du travail de mauvaise qualité, et vous ne parlez pas. En ce moment, personne ne parle. C'est le ministre qui sort pour prendre les trucs sur sa tête. Il veut s'assurer que les ouvrages seront rendus en bon état. Après ce tour d'horizon ce matin, nous avons un taux moyen d'exécution de 32%. Pour un délai consommé de plus de 50%. Il y a un léger retard, mais si on prend en compte que nous sommes en pleine saison des pluies, si on prend également en compte l'état d'avancement, aussi bien sur les travaux de terrassement que sur les travaux de voirie, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Les missions de contrôle sont là, les chefs d'entreprise également sont là. Bien sûr, l'agence d'exécution, qui est la GETIB, est là. Tout le monde est rassurant sur le fait que nous serons dans les délais. Cette agence d'exécution reconnaît que les travaux sont freinés par des réalités techniques et climatiques. Oui, il y a les difficultés liées au climat, c'est normal. Bon, nous, ce n'est pas une difficulté qui nous surprend. Quand vous exécutez des travaux de voirie en saison hivernale, c'est sûr qu'on fait face à ce qu'on appelle les intempéries. On fait avec. Mais aussi, l'autre difficulté que nous avons eue, que nous avons notée, c'est les difficultés liées au déplacement des réseaux. Donc vous savez que quand la route vient, nous venons de trouver un réseau de l'ONEA qui est exécuté. Et pour pouvoir exécuter la route, il va sans dire qu'il faut déplacer le réseau. Sinon, si vous passez la voie bitumée sur des réseaux, après quand il y a des fuites, il y a des difficultés. Donc le déplacement de ces réseaux-là prend un certain nombre de temps. Cela a eu un impact sur l'avancement global des travaux.
L'agence en charge de ces travaux promet atteindre 70% de taux d'exécution physique dans 3 semaines. Un arrêt fut marqué dans la ville voisine de Koupela. Cette localité va aussi bénéficier de bitumage de voirie estimé à 5 km. Une nouvelle initiative économique d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Agrinova se spécialise dans le financement de projets structurants dans le secteur agro-silvo-pastoral au Burkina Faso. 20 milliards de francs CFA pour financer ces projets. 1000 emplois devraient être créés en 3 ans. Le programme Agrinova est placé sous la coupe du FBDES, le Fonds burkinabé de développement économique et social. Présentation avec Abdourazak Traoré. Agrinova se veut innovant. Le programme n'ira pas dans tous les sens comme les précédentes initiatives de financement d'auto-emploi. En 3 ans, il ambitionne créer 1000 emplois au Burkina Faso. Agrinova sera un guichet essentiellement orienté naturellement vers le secteur agricole, comme je l'ai expliqué, et naturellement porté sur des projets innovants. Il ne s'agit pas ici de financer de l'import-export, mais c'est plutôt ceux qui vont travailler dans la transformation. Donc, je l'insiste beaucoup parce que nous voulons avoir des plus-values. Avoir une plus-value. Voilà pourquoi les conditions d'obtention des financements seront beaucoup plus souples, annonce le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. C'est naturellement les mêmes conditions que les conditions de financement antérieures. Mais c'est qu'ici, la particularité, il y a des conditions plus souples parce qu'on a déjà élaboré des fiches types pour tous ceux qui veulent postuler au financement, des fiches types qui précisent déjà quelles sont les conditions. Et aujourd'hui, le domaine qui est plus porteur et qui n'est pas encore saturé, c'est l'entrepreneuriat agro-silvo-pastoral. Donc, viser ce domaine, c'est non seulement créer de la richesse pour le pays, mais créer des opportunités économiques pour les jeunes. Donc nous, en tant que jeunes, on est très satisfaits. Le ministre en charge des Finances a également insisté sur le remboursement des prêts octroyés par le programme. Ça y va de la survie même de l'initiative. C'est l'expérience qui fait que nous avons insisté là-dessus. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent, quand nous venons prendre un prêt, quand nous bénéficions d'un accompagnement, nous devons faire en sorte pour pérenniser pour les générations qui suivent. Donc, nous avons mis en place, bien sûr, au niveau du fonds, un ensemble d'instruments et nous travaillons, bien sûr, avec les structures de l'État en charge de recouvrement. Donc, il y aura, bien sûr, une certaine coordination avec l'AJT pour que ceux qui viennent, c'est pourquoi je dis on ne va pas alourdir les garanties, mais nous allons mettre en place un mécanisme de suivi rapproché. D'un coût global de 20 milliards de francs CFA, le programme d'incitation à la création d'entreprises et d'emplois dispose de 3 composantes. La première va renforcer les capacités des entreprises existantes. La deuxième, elle, va se focaliser sur la création de nouvelles entreprises. Le dernier volet va servir à appuyer à la création et à l'animation d'incubateurs d'entreprises. L'initiative sera financée à 10% par le gouvernement burkinabé et à 90% par les partenaires techniques et financiers qui sont appelés à se manifester. Pour l'heure, 1 milliard de francs CFA a été débloqué par le gouvernement pour débuter. Ouagadougou grouille de présidents depuis ce matin. Ils viennent du G5 Sahel, ils viennent de la CEDEAO. À Ouagadougou, donc, ils sont venus parler de sécurité, mais aussi d'énergie. L'énergie, justement, il en a été question cet après-midi avec cette initiative Desert to Power, un ambitieux projet de la BAD, la Banque africaine de développement. Quelques 10 000 mégawatts sont à produire pour quelques 60 millions de personnes dans 11 pays donc, de la région. Explication, Arsène Konditabné. Le G5 Sahel, 5 pays, un destin commun. En plus d'être durement éprouvés par les attaques terroristes, les pays du G5 Sahel font également face à la dure réalité du changement climatique. Le sommet du G5 Sahel qui s'ouvre ce 13 septembre sur l'initiative Desert to Power est une initiative pour appuyer les pays africains, en particulier ceux du Sahel, dans le développement des énergies renouvelables les plus adaptées à leurs conditions naturelles et à leurs besoins spécifiques. En mettant en place cette initiative qui est les pays du G5 Sahel en énergie, la rencontre que nous avons eue et la conférence des chefs d'État que nous avons eue cet après-midi avait pour objet de permettre au président de la Banque africaine de développement
d'expliciter, de faire prendre mieux conscience et également d'avoir l'accord de principe des chefs d'État pour poursuivre cette initiative, tant dans ses volets études que dans ses volets également de réalisation. Au total, 11 pays sont concernés par cette initiative de la Banque africaine de développement, mais la priorité est donnée aux pays du G5 Sahel pour une fourniture d'électricité d'environ 1000 MW dans les plus brefs délais, afin de contribuer dès l'entame du projet au développement socio-économique de ces pays. Vous savez que c'est le Sahel où les gens sortent pour aller en Europe, dans la Méditerranée et tout cela. Moi, je n'accepte pas que l'avenir des jeunes Africains, c'est en Europe. Et leur avenir aussi, ce n'est pas au fond de Méditerranée. Ça doit rester dans une Afrique prospère, avec l'énergie, avec l'industrie qui marche et avec opportunités économiques pour tous nos jeunes. Donc, il y a une liaison, comme le président vient de dire, entre l'accès à l'énergie et aussi pour la sécurité. Et pas simplement sécurité de votre pays, sécurité de notre région et sécurité des autres. Pour la réalisation des études de Desert to Power, 140 millions de dollars américains sont nécessaires. La BAD s'est portée volontaire pour débourser 20 millions de dollars. Quant aux chefs d'État du G5 Sahel, ils se sont engagés à travailler pour la mobilisation des 120 millions de dollars manquants pour le début des travaux. Les droits carbone, ils ont fait l'objet d'une étude actuellement en validation. En ligne de mire, les bénéfices carbone pour le Burkina Faso. Madina Sino. Le processus RED+ permet de réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Il permet également d'encourager leur conservation et leur gestion durable et surtout d'améliorer les stocks de carbone forestier. L'opérationnalisation de ce processus a abouti à de nombreux avantages, parmi lesquels les bénéfices carbone. Et pour assurer la gestion de ces bénéfices carbone, le Burkina Faso, à travers le ministère en charge de l'environnement, a initié une étude qui vise à préciser la nature juridique du carbone et à déterminer les règles qui lui sont applicables. Le droit carbone est une thématique plus ou moins technique. Donc, au cours de cet atelier, nous allons nous entendre sur l'option qui intéresse le Burkina Faso. Parce que dans d'autres pays, certains pays ont convenu que le carbone qui est généré à travers la mise en œuvre des projets appartient à l'État. Donc aujourd'hui, c'est de discuter pour s'accorder. Est-ce que les unités de réduction ou bien les crédits carbone qui seront générés à travers les projets qui seront mis en œuvre appartiennent à l'État ou appartiennent aux promoteurs du projet. Donc il y a des options comme ça que le consultant a proposées et c'est ensemble que nous allons discuter et voir quelle est l'option qui arrange le Burkina Faso. Au cours de cet atelier de validation du rapport de l'étude, les participants vont échanger sur la possibilité d'inscrire ce droit carbone dans le dispositif législatif et réglementaire du Burkina Faso. L'atelier consiste en fait à la validation d'un rapport qui a permis d'analyser effectivement par rapport à la législation burkinabé le statut qu'on pouvait attribuer au carbone. Et le but est de partager effectivement les résultats de cette étude avec les différentes parties prenantes qui ont un intérêt effectivement dans la mise en œuvre des activités qui permettent une séquestration de carbone afin d'avoir un document qui fait consensus. La clarification du statut carbone va ouvrir les portes au Burkina Faso pour converger définitivement vers les marchés du carbone, selon Georges Kouaté, assistant technique international du RED+. Parlons à présent de santé, de déficience de la vision chez les tout-petits. C'est une préoccupation à la Fondation Hélène Keller International. Elle a eu hier une rencontre à Ziniaré avec les autorités provinciales afin d'asseoir un projet de prévention de la cécité chez les enfants de 5 à 14 ans. Un projet financé par la Fondation Occitane. C'est plus d'1 milliard de francs CFA. Un sujet de Stéphanie Ian et de Roméo Cuita. Selon l'OMS, 1,3 milliard de personnes dans le monde souffrent de déficience de vision et le mal est plus prononcé chez les enfants. Ce n'est donc pas un hasard s'ils sont la cible principale de la Fondation Hélène Keller International dans son projet de prévention de la cécité évitable chez les enfants de 5 à 14 ans. D'une durée de 18 mois,
Il sera expérimenté dans les écoles de la province de l'Obritenga. Il y aura des consultations et des prises en charge en fonction des acuités qu'on aura notées. Tout cela sera fait de manière gratuite. Nous envisageons également la dotation en lunettes en fonction des disponibilités que nous aurons. Donc, les enfants bénéficieront des lunettes pour ceux qui le méritent, et ceci gratuitement. Le projet, qui s'élève à 200 millions d'euros, soit plus d'1 milliard de francs CFA, est financé par la Fondation Occitane. Nous intervenons au Burkina Faso depuis notre création. Et notre stratégie d'intervention, c'est de soutenir des projets d'ONG de nos domaines d'activité. Alors, nos domaines d'activité, c'est surtout la promotion du leadership féminin et la lutte contre la cécité évitable. Donc, sur les 4 projets qu'on soutient depuis 2012, on peut dire qu'on a mis plus d'1 milliard de nos francs CFA pour la santé oculaire. Permettre à des élèves de recouvrer une bonne santé oculaire, salué par les premiers responsables de l'Obritenga, province qui bénéficiera des premières actions. Surtout que ce sont les élèves qui sont concernés. C'est très très important parce que sans les yeux, il est difficile de pouvoir apprendre, de pouvoir assimiler ce que l'éducateur ou l'enseignant nous apprend. Donc ce projet est la bienvenue dans la province. Après la province de l'Obritenga, le projet pourrait s'étendre à d'autres localités en fonction des résultats obtenus. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, vous retrouvez le JT Moré et à 21h, rendez-vous avec l'équipe de sport Time pour le plein de sport. Excellente soirée sur la chaîne Leader. Bonsoir.